Le jour de la fête des mères, ma belle-fille m'a hurlé dessus devant 100 invités. Sors d'ici et va préparer le déjeuner, vieille femme inutile. J'ai juste obéi. Alors que je me servais, elle a fait tomber mon assiette par terre et m'a forcé à nettoyer. J'avais mis de côté 40 000 $ pour elle. Au lieu de cela, je lui ai donné une enveloppe avec une photo qui l'a fait s'évanouir. Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi de quelle ville vous regardez, pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire est allée. Je m'appelle Rebecca et j'ai 60 ans. Je n'aurais jamais pensé qu'à cet âge, je serais debout au milieu de la cuisine de ma propre maison, nettoyant la nourriture par terre, pendant que 100 invités me regardaient depuis la porte ouverte de la salle à manger. L'assiette s'était brisée contre les carreaux avec un fracas qui avait fait taire toutes les conversations de la fête. Tout avait commencé comme une célébration normale. C'était le 35e anniversaire de mon fils Daniel, et comme chaque année, Luna avait insisté pour organiser une énorme fête. Bien sûr, c'est moi qui avais cuisiné, nettoyé et tout préparé, tandis qu'elle se promenait comme l'hôtesse parfaite, recevant des compliments pour une maison immaculée et un délicieux repas qu'elle n'avait même jamais touché. Ce matin-là, je m'étais réveillé à 5 heures du matin pour commencer les préparatifs. Il y avait une dinde rôtie, des accompagnements et des desserts faits maison que Daniel aimait, je le savais, depuis qu'il était enfant. Mes mains arthritiques me faisaient mal après 3 heures à éplucher des pommes de terre et à couper des légumes. Mais ça m'était égal. C'était pour mon fils, pour la famille. Luna était apparue dans la cuisine vers midi, habillée impeccablement d'un tailleur blanc qui coûtait probablement plus que mon chèque mensuel de sécurité sociale. Elle m'a regardé travailler près de la cuisinière et a tordu la bouche dans cette expression de dégoût que je connaissais si bien. « Rebecca, j'espère que tu n'as pas mis trop de sel dans la viande comme la dernière fois », a-t-elle dit sans même me saluer. Mes amis sont très habitués à la bonne cuisine. J'ai dégluti et j'ai hoché la tête. Je vivais avec eux depuis 5 ans, depuis que j'étais veuve, et j'avais appris que répondre ne faisait qu'empirer les choses. Daniel travaillait tellement qu'il voyait rarement ces petites interactions entre Luna et moi. Pour lui, sa femme était un ange qui avait généreusement accepté que sa mère vive chez eux. Les invités ont commencé à arriver à 14 heures. Je suis resté dans la cuisine à servir les plats pendant que Luna accueillait tout le monde dans le salon. Je pouvais entendre son rire cristallin, ses commentaires charmants, la façon dont tout le monde la félicitait pour sa merveilleuse hospitalité. « Daniel a tellement de chance de t'avoir », j'ai entendu notre voisine, Madame Henderson, lui dire. Toutes les femmes ne se donneraient pas tant de mal pour organiser une fête si élégante. Luna acceptait les compliments avec une fausse modestie, sachant parfaitement que j'étais à l'arrière, transpirant devant la cuisinière chaude pendant qu'elle brillait sous les projecteurs. Quand il a finalement été temps de manger, Luna est entrée dans la cuisine avec ce sourire froid qu'elle me réservait spécialement. « Rebecca, je veux que tu serves le dîner », a-t-elle dit. Mais il y avait quelque chose de différent dans son ton, quelque chose de plus dur, de plus cruel. « Et s'il te plaît, mets le tablier. Nous ne voulons pas que les invités pensent que tu es juste une invitée comme les autres. » Mes joues brûlaient de honte. Le tablier était une chose, mais la façon dont elle l'avait dit, comme si j'étais une servante au lieu de la propriétaire de la maison où j'avais élevé mon fils, me transperçait comme un couteau. J'ai servi assiette après assiette, portant de lourds plateaux qui me faisaient mal au dos. Les invités mangeaient et discutaient vivement pendant que j'allais et venais entre la cuisine et la salle à manger. Certains souriaient poliment, d'autres m'ignoraient simplement comme si je faisais partie des meubles. Quand j'ai enfin pu m'asseoir avec ma propre assiette, Luna est arrivée par derrière. Elle avait bu du vin tout l'après-midi, et sa voix avait ce ton dangereux qui apparaissait quand elle avait trop bu. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais » a-t-elle demandé d'une voix forte, assez forte pour que plusieurs invités se retournent. « Je mange » ai-je bredouillé, confuse. « Manger ici avec les invités ?» Sa voix monta d'un cran. « Rebecca, s'il te plaît. Tu sais parfaitement que ta place est dans la cuisine. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais sentir les regards de tout le monde à table. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'ai cru que tout le monde pouvait l'entendre. « Luna, je juste. » Ai-je commencé, mais elle m'a coupé. « Lève-toi » a-t-elle hurlé. « Va à la cuisine où est ta place, vieille femme inutile. » Les mots m'ont frappé comme une gifle physique. Vieille femme inutile. Devant 100 personnes que je connaissais depuis des années. Des gens de mon église, des voisins, des amis de Daniel.
tous me regardant avec un mélange de choc et de pitié qui m'a donné envie de disparaître du monde. Je me suis levé lentement, mes jambes tremblantes. Je n'ai rien dit parce que je ne pouvais pas. Ma gorge était nouée. Mes yeux brûlaient de larmes que je refusais de verser devant eux tous. Mais Luna n'avait pas fini. Alors que je passais devant elle, portant mon assiette, elle a tendu le pied. Ce n'était pas un accident. C'était délibéré, calculé, cruel. J'ai trébuché et mon assiette a volé en l'air, s'écrasant sur le sol de la cuisine dans une explosion de nourriture et de porcelaine brisée. « Regarde ce que tu as fait !» a-t-elle hurlé, agissant comme si c'était ma faute. « Nettoie ce désordre immédiatement. » Je me suis agenouillé sur le sol froid, ramassant les morceaux de porcelaine avec des mains tremblantes. La nourriture s'était répandue partout. Purée de pommes de terre, sauce, morceaux de dinde. Tout le travail de ma matinée réduit en déchets sur le sol. Mais pendant que je nettoyais, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas explosif. C'était calme et froid comme la glace qui se forme sur les fenêtres en hiver. Alors que mes genoux me faisaient mal contre les carreaux et que Luna continuait à me hurler des ordres d'en haut, j'ai pris une décision. J'avais enduré 5 ans de cela. 5 ans de petites et grandes humiliations. 5 ans à être traité comme un obstacle dans la maison où j'avais élevé mon fils. 5 ans à regarder Luna manipuler. De Daniel, de l'avoir dépensé son argent, de l'avoir transformé ma maison en son royaume personnel. Je finis de nettoyer en silence. Les invités avaient repris leur conversation, bien que je puisse sentir leurs regards occasionnels empreints de pitié. Quand je me relevai du sol, Luna était revenue au salon, riant comme si rien ne s'était passé. Mais je savais que quelque chose s'était passé. Quelque chose avait changé pour toujours dans cette cuisine, parmi les morceaux de vaisselle cassés et la nourriture gaspillée. Cette nuit-là, après le départ de tous les invités et que Luna fut allée se coucher, satisfaite de sa performance, je restai éveillé dans ma petite chambre. Dans le tiroir de mon bureau se trouvait une enveloppe que j'économisais depuis des semaines, une enveloppe qui contenait 40 000 $ en espèces. De l'argent que j'avais économisé pendant des années pour offrir à Luna en cadeau. Mais maintenant, j'avais d'autres projets pour cet argent. Des projets que Luna ne verrait jamais venir. Ces 40 000 $ avaient été mon secret pendant 3 ans. Chaque mois, quand mon chèque de sécurité sociale arrivait, je mettais de côté ce que je pouvais. 20 $ ici, 50 $ là, parfois plus quand je réussissais à économiser sur les médicaments, ou quand Daniel me donnait de l'argent supplémentaire sans que Luna le sache. Mon plan avait été de donner cet argent à Luna pour leur prochain anniversaire de mariage, pensant que peut-être, juste peut-être, cela la ferait mieux me traiter. Comme j'avais été sotte. Le lendemain matin de la fête, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Alors que je préparais le café dans la cuisine silencieuse, je pris l'enveloppe de sa cachette derrière les bocaux d'épices. 40 000 $ en billets de 100 $, soigneusement comptés et économisés. De l'argent dont Luna ne saurait jamais l'existence. Mais il y avait aussi une autre enveloppe. Une plus petite que j'avais préparée en secret ces 6 dernières semaines. Celle-ci ne contenait pas d'argent. Elle contenait quelque chose de bien plus précieux. La vérité. Tout avait commencé il y a 2 mois quand j'étais allé au supermarché et que j'avais vu Luna quitter un hôtel du centre-ville avec un homme qui n'était certainement pas mon fils. Au début, j'ai cru que mes yeux me trompaient. J'ai 60 ans après tout, et ma vue n'est plus ce qu'elle était. Mais quand je les ai vus s'embrasser passionnément à côté de la voiture de sport rouge de l'homme, j'ai su que je ne m'étais pas trompé. Marcus Holloway. Je l'ai reconnu immédiatement. Il était le meilleur ami de Daniel depuis l'université, son témoin de mariage, l'homme qui dînait à notre table tous les vendredis soirs. L'homme qui serrait mon fils dans ses bras comme un frère tout en couchant avec sa femme l'après-midi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, me demandant quoi faire. Devrais-je le dire à Daniel ou confronter Luna? Mais je connaissais ma belle-fille suffisamment bien pour savoir qu'elle nierait tout. Elle était une maîtresse de la manipulation, une experte pour faire douter les autres de leur propre réalité. Alors, j'ai décidé d'attendre, d'observer et de documenter. Pendant les semaines suivantes, j'ai commencé à faire ATT. Ancien d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. J'ai remarqué que Luna faisait du shopping tous les mardis et jeudis après-midi, toujours pressée, toujours trop bien habillée pour de simples courses. J'ai remarqué que Marcus venait plus souvent chez nous quand Daniel n'était pas à la maison, toujours avec une excuse pour déposer ou récupérer quelque chose.
Un après-midi, pendant que Luna était sous la douche après une de ses journées de shopping, j'ai vérifié son téléphone. Je sais que c'était mal, mais après des années d'humiliation, ma conscience avait développé quelques fissures bien pratiques. Les messages que j'ai trouvés m'ont donné la nausée. Non seulement ils confirmaient l'affaire, mais ils révélaient qu'il se moquait de Daniel dans son dos. Luna avait écrit à Marcus à quel point son mari était niais, comme il était facile de le manipuler, et comme il ne se douterait jamais de rien parce qu'il lui faisait trop confiance. Il est comme un petit chiot, avait écrit Luna. Il fait tout ce que je lui dis et me donne tout ce que je veux. Pendant ce temps, toi et moi pouvons nous amuser autant que nous voulons. La réponse de Marcus était tout aussi méprisable. Pauvre Daniel. Il était toujours trop bon pour son propre bien. Au moins, son argent paie ses escapades romantiques pour nous. J'ai lu ces messages, tremblant de rage. Non seulement il trahissait mon fils, mais il dépensait son argent pour leur liaison. Daniel travaillait 60 heures par semaine pour subvenir au style de vie que Luna exigeait, et elle utilisait cet argent pour financer son infidélité. Mais il y avait plus, bien plus. En remontant le fil des messages, j'ai découvert que la liaison durait depuis plus de 2 ans. 2 années entières de mensonges, de trahison, de rire aux dépens de mon fils. Et pire encore, ils avaient prévu de divorcer une fois que Luna pourrait obtenir une bonne somme dans le règlement du divorce. J'ai juste besoin de quelques années de plus, avait écrit Luna. Quand je divorcerai, je garderai la moitié de tout, la maison, l'épargne, les investissements. Alors nous pourrons être ensemble officiellement avec assez d'argent pour vivre confortablement. Marcus avait répondu, et qu'en est-il de la vieille Rebecca? Elle sera la première à partir. Daniel la mettra dans une maison de retraite bon marché quelque part, avait répondu Luna. J'aurai enfin ma maison rien que pour moi. Une maison de retraite bon marché? Après avoir élevé Daniel depuis qu'il était bébé, après avoir pris soin de la maison pendant 5 ans, pendant qu'ils vivaient leur vie parfaite, Luna avait déjà décidé de mon sort, un endroit bon marché où l'on me laisserait mourir lentement pendant qu'elle jouirait de la fortune que mon fils avait bâtie. Cette nuit-là, les mains tremblantes, j'ai commencé à faire des captures d'écran de tout, chaque message, chaque photo, chaque détail classé de leur trahison. J'ai aussi commencé à les suivre discrètement, documentant leur rencontre avec des photos prises à distance. En 3 semaines, j'avais rassemblé suffisamment de preuves pour détruire la vie parfaite que Luna avait bâtie sur des mensonges. Mais je savais qu'il fallait être stratégique. Je ne pouvais pas tout montrer à Daniel d'un coup. Luna était trop habile pour manipuler les situations. Il me fallait le moment parfait. Le moment parfait est arrivé le lendemain matin de la fête, quand Luna est descendue. Pour le petit déjeuner avec ce sourire satisfait qu'elle affichait depuis la veille au soir. « Bonjour, Rebecca, dit-elle avec une fausse douceur. J'espère que tu as retenu la leçon d'hier soir. Nous ne voulons plus de scènes embarrassantes, n'est-ce pas? Je la fixais tandis que je lui préparais son café exactement comme elle l'aimait. 2 cuillerées de sucre, un nuage de crème, comme je l'avais fait chaque matin pendant 5 ans. Au fait, poursuivit-elle, s'asseyant à table et étendant ses ongles parfaitement manucurés. Marcus vient déjeuner aujourd'hui. Daniel est à cette grande réunion jusqu'à tard, alors prépare quelque chose de spécial. Tu sais à quel point Marcus apprécie un bon repas fait maison. L'ironie était si palpable que j'aurais pu la couper au couteau. Marcus déjeunant à la table de Daniel pendant que mon fils travaillait pour soutenir la femme qui les trahissait tous les deux. Bien sûr, dis-je doucement. Je préparerai quelque chose de très spécial. Luna sourit, satisfaite de ma soumission apparente. Elle n'avait aucune idée que dans le tiroir de mon bureau, à côté de l'enveloppe contenant $40 000, il y avait une autre enveloppe. Une enveloppe qui contenait une seule photographie qui changerait son monde pour toujours. Une photographie que j'avais prise la semaine précédente, lorsque je les avais suivis jusqu'à leur hôtel préféré. Une image claire, nette, indéniable. Luna et Marcus dans une position qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Mais cette photo n'était que le début. Ce que Luna ignorait, c'est que j'avais aussi des preuves de quelque chose de bien pire. Quelque chose qui non seulement détruirait son mariage, mais pourrait détruire toute sa vie. Tandis que je la regardais boire son café, insouciante et arrogante, je savourais le moment. Très bientôt, ce sourire serait effacé de son visage pour toujours. La vérité avait commencé à être révélée 3 semaines plus tôt, lorsque j'avais engagé Samuel, un détective privé qui travaillait depuis un petit bureau au-dessus de la boulangerie du centre-ville.
Ce n'était pas une décision que j'avais prise à la légère. Les $500 que je lui avais payés représentaient près de 2 mois de mes économies personnelles, mais je savais que j'avais besoin d'une aide professionnelle. Samuel était un homme d'une 50aine d'années, discret et efficace. Lorsque je lui montrai les premières photos que j'avais prises de Luna et Marcus, il hocha la tête avec l'expression de quelqu'un qui avait déjà vu cette histoire trop de fois. « Madame Collins, avait-il dit, je comprends votre situation, mais vous devez savoir que cela va plus loin que vous ne le pensez. » Je ne compris pas ce qu'il voulait dire avant qu'il ne revienne une semaine plus tard avec un dossier qui changea tout ce que je pensais savoir sur Luna. Le vrai nom de ma belle-fille n'était pas Luna Miller, comme elle nous l'avait dit lorsqu'elle avait épousé Daniel. Son vrai nom était Carmen Valdez, et elle avait un passé qu'elle avait soigneusement caché pendant 7 ans de mariage. Votre belle-fille a été arrêtée au Nevada il y a 10 ans pour fraude matrimoniale, expliqua Samuel en me montrant des documents officiels. Elle a épousé 3 hommes différents en l'espace de 2 ans, vidant leur compte bancaire avant de disparaître. Mes mains tremblaient en lisant les rapports de police. Il y avait des photos de Luna, plus jeune, mais manifestement elle, ainsi que ses alias, Carmen Valdez, Sofia Martinez, Isabella Rodriguez. Chaque identité avait été méticuleusement élaborée pour piéger des hommes prospères et solitaires. Comment est-ce possible, murmurai-je. Daniel a fait une vérification de ses antécédents avant qu'il ne se marie. Il est très méticuleux sur ces choses. Samuel sourit tristement. Votre belle-fille est une professionnelle, madame. Les documents que votre fils a vus étaient faux. Des certificats de naissance, des diplômes universitaires, des références d'emploi, tout a été fabriqué par un réseau spécialisé dans la création d'identités vierges pour les escrocs. Le dossier contenait bien plus encore. Luna était légalement mariée à un homme nommé Robert Sanchez à Las Vegas lorsqu'elle a épousé Daniel. Techniquement, son mariage avec mon fils était nul et non avenu. Mais il y avait quelque chose d'encore pire. Il y a plus, continua Samuel, sa voix s'abaissant à un murmure. Votre belle-fille ne travaillait pas seule au Nevada. Son principal complice était un homme nommé Marcus Holloway. Mon monde s'est arrêté. Marcus, le meilleur ami de Daniel, son témoin de mariage, l'homme qui dînait à notre table depuis 7 ans tout en complotant pour détruire mon fils de l'intérieur. Marcus et Carmen travaillaient ensemble pour escroquer 3 victimes différentes. Samuel expliqua, le schéma était toujours le même. Elle épousait la cible. Il devenait un ami proche pour gagner sa confiance, et ensemble ils vidaient les comptes avant de disparaître. Pourquoi ne sont-ils pas partis après avoir escroqué Daniel, demandai-je, bien qu'une partie de moi connaisse déjà la réponse. Parce que Daniel s'est avéré plus précieux qu'il ne l'avait imaginé. Samuel répondit, votre fils a bâti une fortune considérable au cours de ces années. Au lieu de voler un montant fixe et de s'enfuir, ils ont décidé de rester et de traire la poule aux œufs d'or aussi longtemps que possible. Il me montra d'autres documents, des relevés bancaires qui affichaient des virements réguliers des comptes de Daniel vers des comptes offshore contrôlés par Luna et Marcus. Pendant 7 ans, ils avaient systématiquement volé de petites sommes que Daniel ne remarquerait jamais. 5 cents ici, 1000 $ là. Au total, dit Samuel, nous estimons qu'ils ont volé environ 250 000 $. Pendant le mariage, 250 000 $, un quart de million. L'argent que Daniel avait si durement gagné, l'argent qu'il pensait assurer l'avenir de sa famille, avait directement alimenté les comptes de ses 2 prédateurs les plus proches. Mais le pire restait à venir. Il y a autre chose, Madame Collins, dit Samuel, hésitant pour la première fois. Quelque chose que j'ai découvert lors de mes investigations sur le passé de Carmen. Il me tendit un dossier séparé. À l'intérieur se trouvaient des coupures de journaux datant d'il y a 12 ans, provenant d'une petite ville d'Arizona. Le titre me glaça le sang. Jeune femme disparaît après avoir confronté des escrocs. La victime s'appelait Elena Vasquez, une enseignante de 26 ans qui avait découvert que son fiancé l'escroquait avec son meilleur ami. Elena avait menacé d'aller voir la police. 3 jours plus tard, elle a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Suggérez-vous que Luna? Je n'ai pas pu finir la phrase. Je ne suggère rien, a dit Samuel avec prudence. Mais Carmen Valdez et Marcus Holloway étaient en Arizona à cette époque sous d'autres noms, et Elena Vasquez avait découvert leur stratagème exactement comme vous l'avez fait. J'ai senti l'air s'échapper de mes poumons. Non seulement Luna était une arnaqueuse professionnelle, mais elle était potentiellement quelque chose de bien pire. Et je vivais sous le même toit qu'elle, connaissant ses secrets.
Que me recommandez-vous de faire, ai-je demandé. Ma voix était à peine un murmure. Samuel a refermé le dossier lentement. Soyez très prudente, Madame Collins. Les gens comme Carmen n'hésitent pas à faire tout ce qui est nécessaire pour protéger leur secret si elles vous soupçonnent de savoir quelque chose. Il n'eut pas besoin de finir la phrase. J'avais parfaitement compris. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison avec le dossier caché dans mon sac de course. Luna était dans le salon, regardant la télévision, riant devant une comédie romantique. Elle semblait si normale, si innocente. Mais maintenant, quand je la regardais, je voyais le prédateur qu'elle était vraiment. « Comment s'est passée ta journée, Rebecca » a-t-elle demandé sans se retourner vers moi. « J'espère que tu n'as pas dépensé trop d'argent au supermarché. » Tu sais, Daniel s'inquiète des dépenses. L'ironie était nauséabonde. Luna, qui avait volé $250 000, me réprimandait pour avoir dépensé de l'argent pour la nourriture. C'était une journée normale, ai-je répondu, gardant ma voix stable. Rien de spécial. Mais en montant dans ma chambre, je savais que tout avait changé. Sur mon bureau, à côté de l'enveloppe contenant $40 000 et de la photographie de Luna avec Marcus, j'avais maintenant quelque chose de beaucoup plus puissant. La preuve complète de qui Carmen Valdez était vraiment. Daniel serait à la maison dans 2 heures. Luna l'attendrait avec son sourire parfait et ses baisers de Judas. Marcus viendrait dîner vendredi comme toujours, jouant le rôle du meilleur ami loyal. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, j'aurais l'occasion d'exposer les 2 prédateurs qui s'étaient acharnés sur ma famille pendant des années. Il me suffisait de trouver le moment parfait. Et ce moment est venu plus tôt que prévu. Le lendemain, Luna a annoncé qu'elle voulait organiser un dîner spécial pour célébrer la promotion de Daniel au travail. Un dîner intime, a-t-elle dit. Juste pour la famille proche et quelques amis spéciaux. J'inviterai Marcus, bien sûr, a-t-elle dit avec désinvolture. Et peut-être quelques-uns de mes amis du club. Ce sera une soirée parfaite. Tandis que je l'écoutais planifier sa prochaine performance, j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Luna avait raison sur un point. Ce serait une soirée parfaite, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. L'enveloppe contenant la photographie d'elle et Marcus attendait toujours dans mon tiroir. Mais maintenant, je savais qu'une simple photo d'infidélité ne suffirait pas. J'avais des preuves de quelque chose de bien plus dévastateur. Et quand le bon moment viendrait, je livrerais tout. Le dîner spécial était prévu pour samedi soir. Luna avait passé toute la semaine à organiser chaque détail avec la précision d'un général préparant une bataille. Elle avait invité 12 personnes, Marcus, bien sûr, quelques amis de son club de tennis, 2 couples voisins et les partenaires commerciaux de Daniel, qu'elle jugeait importants pour sa carrière. Comme toujours, j'étais invisible dans ses plans, sauf en tant que cuisinière officieuse. Pendant 3 jours, elle m'avait fait préparer des amuse-gueules, tester des recettes et s'assurer que tout était parfait pour sa grande soirée. Rebecca, je veux que cette soirée soit impeccable, m'a-t-elle dit vendredi matin alors qu'elle révisait la liste des invités pour la 10e fois. Daniel mérite que son succès soit célébré comme il se doit. Le succès de Daniel, l'ironie m'a serré la poitrine. Mon fils avait travaillé 16 heures par jour pendant des mois pour obtenir cette promotion, sacrifiant du temps avec ses amis, ses loisirs, et même moi, et tout ça pour offrir à Luna le style de vie qu'elle exigeait, sans savoir qu'elle le volait systématiquement depuis 7 ans. Cet après-midi-là, pendant que Luna était à son traitement spa hebdomadaire, ce que je savais maintenant être son temps avec Marcus, j'ai appelé Samuel. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ce soir » m'a-t-il demandé. « Une fois que vous ouvrez cette boîte de Pandore, vous ne pourrez plus la refermer. »« J'en suis sûr » ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma propre voix. Mon fils mérite de connaître la vérité. D'accord. Je vous ai envoyé tous les documents supplémentaires que vous avez demandés par courrier. Ils devraient arriver cet après-midi. Et Madame Collins, soyez prudente. Carmen est imprévisible quand elle se sent acculée. Le paquet est arrivé à 16 heures. À l'intérieur se trouvaient des copies certifiées de tout, les rapports de police du Nevada, les actes de mariage qui montraient que Luna était encore légalement mariée à Robert Sanchez, les relevés bancaires des virements, et même des informations sur Elena Vasquez et sa disparition. Il y avait aussi quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Des photos de Luna et Marcus prises cet après-midi-là même à l'hôtel du centre-ville. Samuel avait suivi ma demande d'obtenir des preuves récentes, des preuves qu'il ne pourrait ni nier ni expliquer.
Tandis que j'organisais tous les documents par ordre chronologique, un calme étrange m'envahit. Après des années à me sentir impuissante, j'avais enfin le contrôle de quelque chose. La vérité était mon arme, et elle était aussi tranchante qu'une lame de rasoir. Les invités ont commencé à arriver à 19h. Luna était radieuse dans une robe bleue qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Elle saluait chaque personne avec des accolades effusives et ce rire musical qu'elle utilisait quand elle voulait impressionner. Daniel est rentré du travail juste à temps, toujours en costume, visiblement fatigué, mais souriant grâce aux efforts que Luna avait faits pour le célébrer. Mon cœur s'est brisé en voyant la gratitude sincère dans ses yeux quand il l'a embrassée sur la joue. « Merci d'avoir organisé tout cela, chérie », a-t-il dit. « Je sais à quel point cela t'a demandé du travail. »« Tout pour toi, mon amour », a répondu Luna avec cette voix douce qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. De la tromperie. Marcus fut le dernier à arriver, bien sûr. Il entra avec ce sourire confiant qu'il avait cultivé au fil d'années de trahison, étreignant Daniel comme le frère qu'il prétendait être. « Félicitations, mon frère », cria-t-il, lui tapant le dos avec un faux enthousiasme. « Tu le mérites amplement. »« Tu le mérites », pensai-je amèrement. « Tu mérites de savoir que ton meilleur ami te trahit depuis des années. » Le dîner se déroula comme tous les dîners de Luna, parfaitement chorégraphié, rempli de conversations superficielles et de rires forcés. Je servis chaque plat en silence, invisible comme toujours, observant le spectacle depuis l'ombre. Pendant le dessert, Luna se leva, son verre de vin à la main. « Je voudrais porter un toast », annonça-t-elle, sa voix portant à travers toute la salle à manger, à mon merveilleux mari Daniel, qui travaille si dur pour nous offrir cette belle vie, et à nos chers amis, en particulier Marcus, qui a été comme un frère pour nous toutes ces années. Tout le monde leva son verre. Marcus sourit et fit un clin d'œil à Luna d'une manière que seul moi remarquai. Daniel rayonnait de fierté, complètement inconscient qu'il portait un toast à sa propre trahison. Et bien sûr, Luna poursuivit, son regard trouvant le mien depuis la cuisine, à la famille, à ceux qui comprennent leur place et leur rôle dans nos vies. Ce fut la goutte d'eau, sa place et son rôle, comme si j'étais une employée au lieu de la mère qui avait élevé l'homme qui la faisait vivre. J'ôtai lentement mon tablier et entrai dans la salle à manger. Tout le monde me regarda avec surprise. Je n'interrompais jamais les dîners de Luna. « Luna, dis-je, ma voix calme mais claire. Je crois qu'il y a quelque chose que tu devrais voir. » Son sourire vacilla un instant. « Rebecca, nous sommes en pleine célébration. Quoi que ce soit, cela peut attendre. » Je ne répondis pas, prenant l'enveloppe de mon tablier. Cela ne peut pas attendre. Le silence dans la salle à manger était palpable. Daniel me regarda, confus, tandis que Marcus avait visiblement pâli. « Qu'est-ce que c'est » demanda Luna. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait qu'elle savait déjà. « C'est un cadeau » dis-je, en lui tendant l'enveloppe. « Similaire à celui que j'avais prévu de te donner. 40 000 $ que j'avais économisés pendant des années, pensant que cela me vaudrait peut-être ton respect. » Luna cligna des yeux, clairement désorientée par le changement de mon comportement. « Mais après la fête d'anniversaire de Daniel la semaine dernière, poursuivis-je, j'ai décidé que tu méritais quelque chose de différent, quelque chose de plus approprié. » D'une main tremblante, Luna prit l'enveloppe. La pièce était si silencieuse que j'entendais le papier froisser tandis qu'elle l'ouvrait. La première chose qu'elle vit fut la photographie, l'image nette, précise, indéniable d'elle et de Marcus dans une position compromettante devant l'hôtel du centre-ville, prise quelques heures plus tôt. Toute couleur quitta son visage. Ses jambes flageolèrent, et un instant, je crus qu'elle allait tomber. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, bien que nous sachions toutes deux exactement ce que c'était. « Continue de regarder » dis-je calmement. « Il y en a plus. » Avec des doigts tremblants, Luna sortit le document suivant. Une copie certifiée de l'acte de mariage entre Carmen Valdez et Robert Sanchez, daté de 2 ans avant son mariage avec Daniel. Marcus s'était levé de sa chaise, son visage un masque de panique. Daniel regardait alternativement la photo et sa femme, essayant de comprendre ce qu'il voyait. « Luna » dit Daniel, sa voix à peine un murmure. « Qu'est-ce que c'est » Mais Luna ne répondit pas. Elle fixait le 3e document, le rapport de police du Nevada qui l'identifiait comme Carmen Valdez, recherchée pour fraude matrimoniale. Ce fut alors qu'elle s'effondra. Ce ne fut pas un évanouissement élégant comme dans les films. Ce fut un effondrement complet, total, dévastateur.
Son corps se replia sur lui-même comme si elle avait reçu un coup physique, et elle tomba à genoux sur le sol de la salle à manger. Les invités reculèrent, certains haletants. Marcus courut vers elle, mais il s'arrêta quand Daniel le regarda avec une expression que je n'avais jamais vue chez mon fils auparavant. « N'ose pas la toucher, dit Daniel. Sa voix était dangereusement basse. « N'ose pas toucher ma femme. »« Daniel, mon frère, je peux expliquer, » commença Marcus. « Expliquer quoi ?» Daniel brandit la photo d'une main tremblante. « Expliquer pourquoi mon meilleur ami couche avec ma femme. Expliquer pourquoi ma femme a apparemment un autre nom et un autre mari. » Luna sanglotait sur le sol, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de panique d'une femme qui savait que son monde soigneusement construit venait de s'effondrer. « Il y a d'autres documents dans l'enveloppe, dis-je doucement, m'adressant à Daniel. Beaucoup plus. » Daniel vida le contenu de l'enveloppe sur la table de la salle à manger. Relevés bancaires, photographies supplémentaires, rapports de police, tous éparpillés devant les invités venus célébrer son succès. Le silence qui suivit fut absolu. 12 personnes fixaient les preuves d'une trahison si complète, si dévastatrice que personne ne savait quoi dire. Finalement, Daniel parla, sa voix brisée mais ferme. « Je veux que tout le monde parte maintenant. » Les invités n'eurent pas besoin qu'on le leur dise 2 fois. Ils se levèrent et partirent en silence. Certains murmurèrent des excuses. D'autres s'enfuirent simplement du malaise. Marcus fut le dernier à bouger. Il s'approcha de Daniel, les mains tendues, suppliant « Daniel, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Les choses se sont compliquées, mais nous n'avons jamais voulu te faire de mal. » Mon fils le regarda avec une froideur qui me surprit. « Sors de ma maison, dit-il doucement. Et si jamais je te revois près de ma famille, j'appelle la police. » Marcus regarda Luna, qui sanglotait toujours sur le sol, puis moi. Ses yeux rencontrèrent les miens, et j'y vis quelque chose qui me glaça le sang. Ce n'était pas du remords. C'était une menace. Après le départ de Marcus, Daniel s'agenouilla près de Luna, non pas pour la réconforter, mais pour parler. « Dans quelle mesure est-ce vrai ?» demanda-t-il. Luna leva la tête et pour la première fois en 7 ans, je vis son vrai visage, sans le masque de l'épouse parfaite. Sans l'attitude de la belle-fille reconnaissante. C'était le visage de Carmen Valdez, l'escroc professionnel. « Tout, murmura-t-elle, tout est vrai. » Et avec ces 3 mots, le mariage de mon fils prit fin. Les jours qui suivirent le dîner furent comme assister à l'effondrement d'un bâtiment au ralenti. Luna, ou Carmen, comme nous connaissions maintenant son vrai nom, ne se releva pas du sol de la salle à manger pendant près d'1 heure après le départ des invités. Elle resta là, sanglotant, tremblant, marmonnant par intermittence de manière incohérente sur la façon dont tout avait mal tourné. Daniel était resté assis sur sa chaise, fixant les documents éparpillés sur la table. Il n'avait ni crié ni explosé de fureur, comme je m'y étais attendu. Au lieu de cela, il y avait en lui un calme qui m'effrayait plus que n'importe quelle explosion de colère. « Maman, dit-il finalement, sa voix à peine audible. Depuis combien de temps savais-tu cela ? La question me transperça comme une flèche. 6 semaines, ai-je admis. J'ai commencé à me douter il y a 2 mois, mais je n'ai eu de preuve qu'il y a 6 semaines. Il hocha lentement la tête, comme s'il assimilait chaque mot. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Parce que je savais qu'elle trouverait un moyen de te faire douter de moi, ai-je répondu honnêtement. Et parce que j'avais besoin d'être absolument sûr. Cette nuit-là, Daniel veilla jusqu'à 4 heures du matin, lisant chaque document, vérifiant chaque détail. Carmen était montée dans la chambre principale et n'en était pas ressortie. Depuis. J'entendais ses pleurs occasionnels à travers les murs, mais il ne ressemblait plus à du remords. Il ressemblait à de l'apitoiement sur soi. Le lendemain, Daniel engagea une avocate. Margaret Thompson était une femme sévère d'une 60aine d'années, spécialisée dans les divorces compliqués et la fraude matrimoniale. Quand Daniel lui montra toutes les preuves que Samuel avait réunies, ses yeux s'illuminèrent de la satisfaction d'un prédateur qui avait trouvé une proie facile. « C'est plus que suffisant, » dit-elle à Daniel lors de leur première rencontre. Le mariage est nul et non avenu pour cause de bigamie. Elle n'a droit à aucun bien matrimonial. En fait, nous pourrions la poursuivre pour les 250 000 $ qu'elle a volés. Mais Daniel était trop bon pour son propre bien, même après tout ce qu'il avait découvert. « Je veux juste qu'elle parte, » me dit-il cette nuit-là. « Je veux qu'elle disparaisse de nos vies pour toujours. »
Carmen était enfermée dans la chambre depuis 3 jours quand elle finit par descendre. Elle avait l'air terrible. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux en bataille, et elle portait les mêmes vêtements que le soir du dîner. Mais quand elle me vit dans la cuisine, quelque chose changea dans ses yeux. Le désespoir se transforma en quelque chose de plus dangereux. « C'est de ta faute, me dit-elle. » Sa voix était rauque à force d'avoir tant pleuré. « Tu as détruit ma vie. » Je me tournai lentement pour lui faire face. « Je n'ai rien détruit, Carmen. Tu as construit ta vie sur des mensonges, et les mensonges finissent toujours par s'écrouler. » Son visage se tordit de fureur. « Mon nom est Luna. Je suis Luna Miller Collins. Je fais partie de cette famille depuis 7 ans. Ton nom est Carmen Valdez, ai-je répondu calmement. Et tu n'as jamais fait partie de cette famille. Tu en étais un parasite. C'est à ce moment-là qu'elle m'attaqua. Elle se jeta sur moi, les ongles en avant, hurlant des obscénités. Pendant un instant, je craignis pour ma vie. Mais Daniel apparut dans la cuisine juste à temps, la saisissant par les bras et l'éloignant de moi. « Lâche-moi » cria Carmen. « Cette vieille sorcière a tout gâché. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. » « Ce pourquoi tu as travaillé, dit Daniel, sa voix aussi froide que la glace, c'était pour me voler ma vie. C'était la première fois que je voyais mon fils vraiment en colère. Pas une rage explosive, mais quelque chose de plus profond et de plus contrôlé. Carmen dut voir quelque chose dans ses yeux aussi, car elle arrêta de se débattre et s'effondra contre lui, sanglotant. « Daniel, s'il te plaît, le supplia-t-elle. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Je t'aime vraiment. Nous pouvons surmonter cela. » Daniel la repoussa de lui comme si elle était quelque chose de sale. « Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, Carmen. Tu sais seulement comment le manipuler. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités juridiques. Margaret Thompson avait entamé la procédure d'annulation, gelé les comptes bancaires conjoints et intenté une action civile pour les fonds volés. Carmen avait engagé son propre avocat, un homme nerveux qui avait clairement réalisé qu'il avait une affaire impossible à gagner. Mais Carmen avait un dernier atout dans sa manche. Une semaine après la confrontation dans la cuisine, la police arriva. 2 agents sérieux qui demandèrent à me parler de certaines accusations. Carmen avait déposé une plainte alléguant que je l'avais harcelée, menacée, et que j'avais falsifié des preuves contre elle. Elle prétendait que les photographies avaient été manipulées numériquement et que les documents concernant son passé étaient des fabrications malveillantes. C'est une vieille femme aigrie qui ne m'a jamais accepté et qui essaie de détruire mon mariage parce qu'elle est jalouse de ma relation avec son fils, m'a dit le détective, rapportant ses propos. Heureusement, Samuel avait anticipé cette possibilité. Il avait des copies certifiées de tous les documents, des témoignages des sources au Nevada, et des preuves médico-légales que les photographies n'avaient pas été altérées. L'enquête policière dura exactement 3 jours avant qu'il ne rejette les accusations de Carmen comme fausses. Mais les dégâts à sa crédibilité furent dévastateurs. Son propre avocat démissionna après avoir découvert qu'elle lui avait également menti sur plusieurs aspects de son affaire. C'est alors que Marcus réapparut. Il s'était caché pendant 2 semaines, attendant probablement que tout se calme. Mais quand il réalisa que Carmen perdait, il décida de sauver sa propre peau. Il se présenta au bureau de Margaret Thompson avec son propre avocat, proposant de témoigner contre Carmen en échange d'une immunité. Il avait des relevés détaillés de tous les transferts financiers, des copies de messages textes, et des preuves d'autres combines qu'ils avaient menées ensemble. Marcus Holloway était intelligent, m'expliqua Mar. Garé après la réunion. Il avait réalisé que Carmen l'entraînerait dans sa chute avec. Il la dénoncerait s'il n'agissait pas le premier. Son témoignage scelle complètement l'affaire. Carmen a découvert la trahison de Marcus cet après-midi-là. Sa réaction fut spectaculaire, même pour elle. Elle est arrivée à la maison en hurlant, cassant des choses et menaçant de révéler la vérité sur tout le monde. « Marcus et moi formions une équipe », cria-t-elle tandis que Daniel appelait la police. « Si je tombe, il tombe avec moi, et toi aussi, Daniel. Vous allez tous payer. » Mais ces menaces étaient vaines. Sans Marcus comme allié, sans argent pour de bons avocats et avec toutes les preuves contre elle, Carmen n'avait plus le pouvoir de nuire à qui que ce soit d'autre. La police l'a arrêtée cette nuit-là pour avoir violé une ordonnance restrictive que Daniel avait obtenue quelques jours plus tôt. Elle a passé 3 jours en prison avant de pouvoir payer sa caution. Quand elle est sortie, elle avait changé. Elle n'était plus la femme furieuse et désespérée d'avant.
Elle était quelque chose de plus dangereux, une femme qui avait accepté d'avoir tout perdu et qui ne voulait plus que causer le plus de dégâts possible. Ce n'est pas fini, me dit-elle quand elle est venue chercher ses affaires sous surveillance policière. Vous avez peut-être gagné cette bataille, Rebecca, mais je connais des choses sur cette famille qui pourraient vous détruire tous. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu n'as plus de pouvoir ici, Carmen. Tu ne peux plus faire de mal à ma famille. Elle a souri, mais il n'y avait aucune joie dans cette expression. On verra. 3 jours plus tard, Carmen Valdez disparut. Elle fit ses bagages avec ses biens les plus précieux pendant la nuit et s'évanouit simplement. Elle ne laissa pas d'adresse de réexpédition. Elle ne dit pas où elle allait. Un jour elle était là. Le lendemain, elle avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Daniel trouva un mot dans la chambre principale. Ce n'est pas fini. Je reviendrai quand vous vous y attendrez le moins. Mais je savais qu'elle ne reviendrait pas. Carmen était une prédatrice, et les prédateurs cherchent toujours des proies faciles. Daniel n'était plus une proie facile. Il n'était plus l'homme naïf qu'il avait été quand elle l'avait rencontré. Marcus ne resta pas non plus. Après avoir témoigné contre Carmen, il vendit sa maison et déménagea dans un autre état. Il avait perdu non seulement sa complice, mais aussi le meilleur ami qu'il avait trahi pendant des années. Pour la première fois en 7 ans, la maison était en paix. Il n'y avait plus de tension, plus de précautions excessives, plus de simulation, que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Daniel avait perdu une femme et un meilleur ami, mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, la vérité. Et après avoir vécu si longtemps dans le mensonge, la vérité lui semblait être une libération. Mais je savais que la véritable guérison ne faisait que commencer. 6 mois après la disparition de Carmen, Daniel et moi étions assis dans le jardin, savourant notre café du matin dans un silence confortable que nous n'avions pas partagé depuis des années. La pelouse était verte et bien entretenue. Les fleurs que j'avais plantées s'épanouissaient sans la tension constante qui avait dominé la maison pendant si longtemps. « Maman, » dit enfin Daniel, brisant le silence. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié pour ce que tu as fait. » Je posai ma tasse sur la soucoupe et le regardai. Mon fils avait changé pendant ces mois. Les rides de stress autour de ses yeux s'étaient adoucies. Il avait repris le poids que je n'avais pas réalisé qu'il avait perdu, et pour la première fois depuis des années, il semblait vraiment en paix. « Tu n'as pas besoin de me remercier pour avoir protégé ma famille, dis-je. Mais je dois m'excuser, continua-t-il, la voix pleine d'émotion. Pendant 7 ans, j'ai laissé Carmen te traiter horriblement. Je t'ai vu servir, nettoyer et endurer ses humiliations, et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Je sentis une boule dans ma gorge. Étais-tu amoureux, Daniel, ou pensais-tu simplement l'être? Non, dit-il fermement. Ce n'est pas une excuse. Tu es ma mère. Tu m'as élevé seul après la mort de papa. Tu as fait 2 boulots pour me payer mes études. Tu as tout sacrifié pour moi. Et j'ai laissé une étrangère te traiter comme si tu étais invisible dans ta propre maison. Les larmes commencèrent à couler sur mes joues. Nous avions eu de nombreuses conversations pendant ces mois, mais c'était la première fois que Daniel confrontait réellement son rôle dans tout ce qui s'était passé. Pendant des années, je me suis demandé. Pourquoi ne m'as-tu pas défendu? Avouai-je. Pourquoi n'as-tu jamais vu ce que Carmen me faisait? J'en suis même venu à penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Daniel ferma les yeux, la douleur évidente dessus. Erre son visage. Mon Dieu, maman. Carmen était très habile pour me manipuler. Chaque fois que je remarquais quelque chose, elle avait une explication. Elle disait que tu étais difficile, que tu étais jalouse de notre relation, que tu avais besoin de limites parce que tu étais trop exigeante. Et tu l'as cru. Je voulais la croire. Il a admis qu'il était plus facile de croire que le problème venait de toi que d'affronter la possibilité que ma femme parfaite soit une menteuse. Nous sommes restés silencieux quelques minutes, digérant des années de douleur et de malentendus. Sais-tu ce qui m'a fait le plus de mal, lui demandai-je enfin. Daniel secoua la tête. C'est qu'après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, après toutes les années où je me suis occupé de toi et t'ai aimé inconditionnellement, tu aies choisi de croire une femme que tu ne connaissais que depuis quelques années au lieu de faire confiance à la mère qui avait été là toute ta vie. Daniel se leva de sa chaise et s'agenouilla près de la mienne, prenant mes mains dans les siennes. Tu as raison, dit-il, la voix brisée, et il n'y a aucune excuse pour cela. Mais je veux que tu saches que je ne laisserai plus jamais personne te traiter de cette façon.
Et je ne douterai plus jamais de toi quand tu me diras que quelque chose ne va pas. Je l'ai alors serré dans mes bras, sentant que je retrouvais mon fils après des années à l'avoir perdu à une étrangère. Les semaines suivantes apportèrent d'autres révélations. Margaret Thompson avait réussi à récupérer 80 000 $ des fonds que Carmen et Marcus avaient volés. Ce n'était pas tout, mais c'était significatif. Daniel utilisa une partie de cet argent pour rénover la maison, supprimant toutes les traces du règne de Carmen. « Je veux que cette maison redevienne la tienne, maman », me dit-il tandis que les ouvriers arrachaient le papier peint que Carmen avait choisi. « Je veux que tu te sentes de nouveau la bienvenue ici. » Il a aussi insisté pour me donner les 40 000 $ que j'avais économisés pour Carmen. « Cet argent est à toi », m'a-t-il dit quand j'ai protesté. « Tu l'as économisé sur ta propre sécurité sociale et je veux que tu l'utilises pour toi. Voyage, hobby, tout ce qui te rendra heureuse. » Pour la première fois depuis des décennies, j'avais de l'argent qui était entièrement le mien. Pas pour la famille, pas pour les urgences, mais juste pour moi. J'ai décidé de l'utiliser pour des choses que Carmen n'avait jamais permises. J'ai redécoré ma chambre, acheté des livres et même suivi des cours de peinture au centre communautaire. La plus grande transformation, cependant, a été celle de Daniel lui-même. Sans Carmen le manipulant constamment, mon fils a commencé à redécouvrir qui il était vraiment. Il a recommencé à cuisiner, quelque chose qu'il avait aimé, mais que Carmen avait constamment critiqué. Il a renouvelé sa passion pour la photographie. Il a même recommencé à fréquenter des amis que Carmen avait subtilement éloignés au fil des ans. J'ai l'impression de me réveiller d'un très long rêve, m'a-t-il dit une nuit. Un rêve où je n'étais pas moi-même. Mais la véritable épreuve de notre guérison est venue lorsque Daniel a commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. Sarah était une infirmière de 42 ans, divorcée avec 2 adolescents. Elle était l'opposé de Carmen à tous égards, pratique au lieu de glamour, honnête au lieu de manipulatrice, vraiment gentille au lieu de charmante de manière calculée. La première fois que Daniel m'a demandé ce que je pensais d'elle, mon cœur s'est arrêté. Pendant des années, j'avais appris à garder mes opinions pour moi, à sourire et à hocher la tête peu importe ce que je ressentais vraiment. « Je veux ton avis honnête, maman », a-t-il dit. « S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas chez Sarah, je dois le savoir. Je n'ignorerai plus jamais ton instinct concernant les gens. Je l'aime bien, ai-je dit. Et c'était entièrement vrai. Elle est authentique. Elle n'essaie pas de t'impressionner. Et surtout, elle te traite avec un vrai respect, pas cette fausse admiration que Carmen utilisait pour te manipuler. Daniel a souri. C'est exactement ce que je pensais. Sarah a commencé à venir pour les dîners du dimanche, apportant parfois ses enfants. C'était merveilleux d'avoir à nouveau des enfants à la maison, remplissant les espaces qui avaient été silencieux si longtemps. Et Sarah a toujours insisté pour aider à la cuisine, me traitant comme une égale au lieu d'une servante invisible. Madame Collins, m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous faisions la vaisselle ensemble. Daniel m'a raconté ce qui s'est passé avec son ex-femme. Je veux que vous sachiez que je respecte entièrement la place que vous avez dans sa vie. C'est votre maison, votre famille. Je ne suis qu'une invitée. J'ai senti les larmes monter à mes yeux. Appelez-moi Rebecca, ai-je dit. Et vous n'êtes pas une invitée. Si Daniel est heureux avec vous, alors. Vous êtes la bienvenue ici. 1 an après la disparition de Carmen, nous avons eu de ses nouvelles pour la dernière fois. Elle avait été arrêtée en Floride sous un autre nom, accusée d'avoir escroqué un homme de 80 ans. Apparemment, elle était retombée dans ses vieilles habitudes, mais cette fois-ci, elle avait choisi la mauvaise victime, un détective à la retraite qui avait immédiatement démasqué ses mensonges. « Ressens-tu quelque chose pour elle ?» m'a demandé Daniel quand nous avons vu la nouvelle. J'y ai réfléchi un instant. De la pitié, ai-je finalement admis. De la pitié pour quelqu'un qui n'a jamais appris que les vraies relations basées sur l'amour véritable valent plus que tout ce que l'on peut voler ou manipuler. Daniel a hoché la tête. Je ressens la même chose. Et le soulagement qu'elle soit si loin de nous. Marcus avait également été arrêté au Nevada pour des accusations liées à ses escroqueries passées. Apparemment, son témoignage contre Carmen n'avait pas suffi à le protéger de ses propres crimes. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il purgeait une peine de prison de 5 ans. Pendant la 2e année après le départ de Carmen, Daniel et Sarah se sont fiancés. Cette fois, Daniel m'a demandé ma bénédiction avant de faire sa demande. « Es-tu sûr que c'est la bonne chose à faire ?» lui ai-je demandé. Non pas que je doutais de Sarah,
mais parce que je voulais être sûr que Daniel prenait cette décision pour les bonnes raisons. Je suis sûr, m'a-t-il dit. Mais cette fois, je vais faire les choses différemment. Pas de grande cérémonie, pas d'effort pour impressionner qui que ce soit, juste la famille proche, les gens qui nous aiment vraiment. Le mariage de Daniel et Sarah était tout ce que son premier mariage n'avait pas été. Intime, sincère, et plein d'amour véritable au lieu de spectacle. Ils m'ont demandé de l'accompagner dans l'allée avec Daniel, reconnaissant officiellement le rôle que j'avais dans sa vie. « Tu es la femme la plus importante de ma vie », a-t-il dit en marchant. Et je veux que Sarah et tout le monde le sachent. Maintenant, 3 ans après que tout a commencé, je suis assise dans le même jardin où Daniel et moi avons eu cette conversation cruciale. Mais maintenant, je ne suis pas seul. Sarah est à côté de moi, me montrant comment utiliser une tablette pour regarder des photos de ses enfants à l'université. Daniel est dans la cuisine, préparant le déjeuner pour nous tous, chantant doucement pendant qu'il cuisine. La maison est de nouveau pleine de vie. Pas la fausse vie parfaite que Carmen avait créée, mais la vie désordonnée, imparfaite, mais sincèrement heureuse d'une vraie famille. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais jamais trouvé le courage de démasquer Carmen. Si j'étais restée silencieuse, subissant ces humiliations, regardant mon fils être manipulé et volé sans rien faire. Mais cela n'a plus d'importance. J'ai pris la bonne décision au bon moment. J'ai protégé ma famille comme je savais le faire. Avec patience, avec des preuves et avec la vérité. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, nous sommes tous exactement là où nous devons être.